boulevard des opinions. Les journalistes de Soleil FM analysent l'actualité. Il est indispensable que nous soyons absolument débarrassés du fléau de la corruption qui assèche nos ressources et rend inopérant l'énergie que nous consacrons au développement. Extrait du discours à la nation prononcé ce mardi par le chef de l'État, Patrice Talon, un discours prononcé à la veille de la célébration de la fête de l'indépendance du Bénin, dans lequel l'actuel locataire de la Marina a également renoncé. Il a également renoncé à l'organisation d'un référendum sur l'amendement de la Constitution du 11 décembre 1990. L'homme est largement également revenu sur ses options politiques, sa méthode de gouvernance et a aussi répondu donc aux critiques formulées par l'opposition dans une autre émission diffusée en début donc de soirée. Nous parlons ce soir de cette double sortie médiatique du chef de l'État. Et pour en parler, Narcisse Ressou, directeur de publication du quotidien béninois d'information et d'analyse Palmarès. Bonsoir. Bonsoir Joël, bonsoir Plateau. Saturnin Djossou, bonsoir. Bonsoir Joël Tchogbe, bonsoir à nos auditrices et à nos auditeurs ainsi qu'aux téléspectateurs de Sika TV. Alphonse Moïse Soudé. Bonsoir à vous Joël et bonsoir à tous. Vigile Avancé, bonsoir. Bonsoir Joël, bonsoir à tous. Narcisse Ressou, c'est désormais une habitude que à la veille de la célébration de la fête de l'indépendance au Bénin, que des chefs d'État, nos chefs d'État, se portent devant le peuple pour opiner sur un certain nombre de questions. L'habitude, selon vous, est-ce que c'est une bonne chose? Bon, on ne va pas dire que c'est pas bon parce qu'on parle là de la célébration, enfin, de la commémoration de la souveraineté. Parce que quand on parle d'indépendance, c'est vrai, c'est fondé, mais c'est un peu exagéré dans le contexte actuel de nos pays africains et du nôtre. Mais quand on tient compte quand même de cette commémoration, c'est-à-dire qu'avons-nous fait tout à l'heure en fond sonore avant que ne démarre cette émission, c'est Pedro qui passait, Jonas Pedro. Dans la vie, il y a mille et une choses à faire, mais qu'est-ce qui est prioritaire? Donc depuis qu'on nous a permis d'avoir cette indépendance, est-ce que nous en avons fait quelque chose de concret? Est-ce que ça nous a permis d'amorcer les questions de développement, le bien-être de notre population, ce qui était visé? Donc, étant donné que les pouvoirs changent, il y a une alternance démocratique dans le pays et que l'un passe, l'autre vient, il est de bon ton que pour passer à cette commémoration, qu'on puisse rappeler d'où on est venu, où on est, où on veut aller. Donc, si c'est en cela que l'exercice est fait, et se répète chaque année, on ne pourra que saluer la chose. Bon, là, nous parlons simplement d'un exercice qui se répète chaque année. Je crois qu'on ne pourra que s'en tenir à cela et apprécier la chose. Saturnin Djossou, Patrice Talon, tout comme certains Boni Yahi, à l'époque également devant micro et caméra, un discours à la nation, une émission d'explication sur beaucoup de choses, on va y revenir. D'abord sur la forme, cette façon de procéder rassure les Béninois selon vous? Ce n'est pas un discours sur l'état de la nation en principe, parce que ce qu'on appelle le discours sur l'état de la nation, on l'entend à chaque fin d'année du président de l'Assemblée nationale, du président de la République depuis la tribune de l'Assemblée nationale. Ça ne s'appelle pas discours sur l'état de la nation, mais quand on a l'opportunité d'entendre le président de la République, il ne peut pas ne pas évoquer les questions de l'heure. On parle de discours à la nation, on parle d'adresse du chef de l'État à la nation. Oui, mais d'une manière ou d'une autre, on retrouve dans ses propos un état des lieux, en quelque sorte. Et je crois qu'il est largement revenu sur l'actualité. Ce qui a dominé l'actualité politique, aller au référendum, oui ou non, il s'est prononcé là-dessus. C'est une tradition qui a été respectée, puisque pour le moment, vous voulez qu'on se limite à la forme avant d'aller au fond. Un discours d'une dizaine de minutes ne saurait suffire pour évacuer des préoccupations. C'est peut-être pour cela qu'il a voulu bien recevoir quelques journalistes qui l'interrogeraient sur d'autres questions qu'il n'aurait pas évoquées, d'autres rumeurs qui circulent, des préoccupations qui sont abordées par le Béninois lambda.
Je crois que c'est à cela qu'il s'est adonné pendant sa seconde sortie. Vigile avancé, voilà, vous avez aussi suivi le chef de l'État, Patrice Talon, hier, tout comme nous d'ailleurs. Une sortie, d'abord le discours, très succinct, très court, le compte-pied parfait d'un autre chef d'État. Mouniaï, vous ne le nommez pas. Et c'est vous qui avez raison, hein. Moi j'ai été séduit donc par, disons, la forme du discours. Ça se mangeait très facilement, 10 minutes, c'est bon. Mais il avait tout gâté, hein, avec son émission. Je n'ai rien compris. C'est avec vous que j'ai appris que ça fait 3 heures. Parce qu'en temps, je ne vous le cache pas, je me suis endormi. En suivant l'émission. Oui, sans doute la charge de la journée, il faut l'avouer, c'est passé par là. Mais 3 heures pour une émission, c'est... Ce n'était pas aussi ennuyant. Non, certainement pas. Moi, j'ai suivi au moins 2 heures. J'ai suivi 2 heures. Je me suis endormi, je crois, quand il parlait d'éducation, je ne sais plus. Mais après, c'est ce matin, j'ai appris qu'il a parlé aussi de sa méthode de lutte contre l'essence frelatée. Voilà. Alphonse Moïse Soudé, est-ce que, tout comme Vigile, vous avez été emporté par les flots du sommeil? Non, moi, je n'ai pas été emporté par les flots du sommeil, mais j'avoue que j'ai suivi jusqu'à un certain temps, puis sans m'ennuyer, j'ai zappé. Honnêtement, j'ai zappé, parce que j'ai comme l'impression qu'on est en train de nous tourner en bourrique. Bon, je dis, quant au discours à la nation, ça fait le 3e exercice du chef de l'État, et ce qu'on peut apprécier à ce niveau, c'est que, bon, vite fait, bien fait. On ne nous perd pas le temps, on ne nous fatigue pas. 10 minutes, ça suffit pour maintenir l'attention de l'être humain qui a autre chose à faire. Donc, dans la forme, moi, j'ai apprécié. Maintenant, quand on va rentrer dans le contenu, et ce qui a été dit avec l'émission À cœur ouvert, qui nous rappelle cette émission organisée en 2012, j'ai comme l'impression que c'est une réponse. On a voulu faire comme l'autre, mais on n'a pas réussi comme l'autre. Alors justement, avant d'ouvrir l'emballage, puisque vous vous impatientez de rentrer dans le fond de ces sorties-là du chef de l'État, nous allons donc en liaison avec la régie écouter Patrice Talon. Et lui, pour ce premier tour d'éléments que nous allons suivre, il s'adressait à son peuple. Nous allons écouter un extrait et puis on revient pour le débat. Au bout de l'effort et des sacrifices, le Bénin dans lequel nous vivrons et que nous laisserons à nos enfants sera un Bénin où l'essentiel des ressources aura été consacré aux besoins vitaux de la population. L'eau potable et l'électricité, les écoles, les centres de santé, les hôpitaux, les routes, l'Internet, les ports et aéroports, un commerce florissant pour les grands opérateurs comme pour les tout petits commerçants. C'est à cette tâche que mon gouvernement s'est attelé avec détermination. S'il est vrai que le développement d'un pays requiert du temps, on peut dire aujourd'hui que le succès est à portée de main. Car, sous nos yeux, les importantes transformations et réalisations qui s'opèrent progressivement donneront bientôt à notre pays un autre visage. Ainsi, pouvons-nous observer que nous sommes déjà à mi-parcours pour l'atteinte de nos objectifs en matière d'énergie électrique, que notre programme de fourniture d'eau potable à tous nos concitoyens a démarré un peu partout dans le pays, que l'asphaltage des rues de certaines de nos grandes villes est entré dans sa phase visible avec l'attribution des marchés aux entreprises, que notre sécurité dans nos villes, nos campagnes et sur nos axes routiers est désormais une réalité, même s'il nous reste encore beaucoup à faire. La protection de notre côte maritime, le développement du réseau routier, les progrès de la production agricole, l'assainissement des finances publiques, les réformes administratives et bien d'autres actions promises et programmées sont déjà appréciables. Chers compatriotes, notre pays n'est déjà plus le même. Il est en pleine transformation et rien ni personne ne sera oublié. Mais pour redresser durablement la barre et prendre significativement notre part dans le renforcement de notre indépendance, nous devons garder courageusement le cap pour conduire à bonne fin avec détermination tous ces chantiers ouverts dans tous les secteurs. Pour y parvenir, il est indispensable que nous soyons absolument débarrassés du fléau de la corruption qui assèche nos ressources et rend inopérante l'énergie que nous consacrons au développement avec tant de sacrifices. La lutte contre l'impunité est un chantier majeur. Tel
est le but des réformes que nous avons engagées au niveau de l'appareil judiciaire afin qu'il soit plus diligent et plus efficace dans cette lutte. Je me réjouis de constater, à la suite des levées d'immunité parlementaire intervenues ces derniers jours, que l'Assemblée nationale, elle aussi, s'est mise au diapason. Je voudrais ici remercier à cet égard la société civile, l'opinion publique en général, ainsi que nos partenaires techniques et financiers pour leur soutien et leur encouragement. Narcisse Ressou, énergie électrique, eau potable, asphaltage, sécurité, réseau routier, réforme administrative, assainissement des finances publiques, relations entre le Parlement et l'exécutif. En tout cas, le tour d'horizon a été fait ainsi par le chef de l'État, mais il y a un seul nœud, la lutte contre la corruption qui lui tient à cœur. Oui, vous savez, aujourd'hui, pour parfaire et se satisfaire des compétitions électorales à venir, le seul alibi aujourd'hui pour quelqu'un qui veut compétir et ne veut pas compétir sainement, et je le dis en tenant compte du contexte dans lequel nous sommes, où on viole, comme le disait l'autre, violemment les lois, les règles en la matière. Donc tout ce qui se passe en perspective des élections à venir et qui se joue du pouvoir exécutif, passant par l'Assemblée nationale et le judiciaire, orchestré par le chef de l'État, qui est venu confirmer cela encore à travers ce discours. Quand on observe cela, cet alibi qu'on nous sert, on pourra dire que les questions de développement encore sont reléguées au second degré et la priorité c'est le pouvoir, la priorité c'est l'exercice, c'est le temps qu'on va faire au pouvoir. Et si vous observez bien, troisième exercice, donc bientôt 3 ans au pouvoir, parce que après août, l'année, ça va très vite. Donc 3 ans au pouvoir et un PAG annoncé avec 2 milliards de nos francs, avec Tintama. Jusqu'à aujourd'hui, on a appelé une communication internationale pour nous annoncer. Jusqu'à aujourd'hui, nous ne sommes qu'à des maquettes. Et des maquettes, on nous parle dans ce discours asphaltage, entreprises qui doivent faire les travaux. Enfin, les contrats quand même ont été signés récemment. C'est les contrats que nous voulons. Sur 3 ans plus de pouvoir. 600 km de route. Plus de 3 ans, ça dit pas 3 ans au pouvoir. Sur 5 ans, ça vous reste 2 ans. Ce qui voudra dire, c'est le budget d'exercice 2019 qui prendra ce contrat-là en compte. Cette année, on ne verra rien. Personne ne verra rien. C'est du bluff. Donc, quand vous considérez tout ça là, énergie, sécurité, tout ça là, ce n'est pas encore une réalité dans le pays. C'est vrai qu'en matière énergétique, il y a quelques satisfaction il faut le reconnaître, mais je me pose encore, c'est vrai que là j'ai un exercice à faire à mon niveau pour comprendre les ressources du Millennium Challenge compte qui devraient venir Cambodge Yaï par terre pour l'énergie spécialement convertie pour l'énergie, pour le secteur énergétique. Qu'est-ce qu'on en fait? Parce que si c'est avec ça, je crois qu'on aurait encore beaucoup plus de satisfaction, mais jusque là nous tâtonnons, les coupures persistent. Même s'il y a de l'amélioration, on n'a pas encore les résultats qu'il faut. En matière de sécurité, aujourd'hui, on nous situe par rapport à la ville de Cotonou, ou bien je ne sais pas, alors que les malaises en matière d'insécurité continuent. Les motos s'arrachent encore dans les rues. Si ce n'est pas qu'on braque... Mais il n'y aura pas, Narcisse Ressou, il n'y aura jamais insécurité zéro. Il n'y a pas insécurité zéro, mais j'ai comme l'impression que quand on ne braque pas nos banques, c'est qu'il y a sécurité. Mais c'est faux. Là, c'est une insécurité qui vise des grosses structures, des grosses banques. Et là, ce qui concerne le citoyen à la base, dans sa localité, le citoyen n'est pas en sécurité. Donc, je dis, il reste encore à faire. Donc, si 3 ans, on est encore en train de nous dire que les contrats se font signer, je crois que nous allons rester là et voir, comme Maître Adrien Humbedji le disait, je crois que ça doit être en 2001, que... je le dirai en goût et je reviendrai. Élection, c'est walo. Il y a très pas d'autres autobiographie du Cour suprême Nagbagbe. Ça dit, comme on est arrivé maintenant à l'orée des élections, il met des tôles partout pour dire qu'il veut nous construire des cours suprêmes. C'est ce que nous allons observer. Nous allons rester dans du bluff avec ce régime, avec ce pouvoir, et vous allez voir que les 2 ans qui restent, on va nous traîner encore, et la dernière année, ou une année, quelques mois, sera le Bénin en chantier. Parce que ce discours a déjà commencé, le Bénin en chantier, le Bénin en chantier. Donc,
au lieu de s'occuper des préoccupations majeures, le régime actuel s'attarde sur des questions électorales en prenant comme arme la lutte contre la corruption qui est devenue sélective. Si elle n'est pas sélective, j'en finirai par démontrer ce que je dis. On a observé un Abraham Zizinokwe, qui n'est plus des moindres dans ce pays, qui malheureusement sur une chaîne de télévision nationale a eu l'audace de dire voilà ce qu'ils ont subi en 2017, l'année dernière, quand ces députés-là ont refusé de coopérer à la révision constitutionnelle. C'est ce qu'ils ont subi, non? Ils ont vu, non? S'ils le répètent encore, ils verront. Et ils nous ont répété. Et vraiment, aujourd'hui, ils sont en train de voir. Parce que le premier acte posé par l'Assemblée nationale dès la session extraordinaire convoquée, c'est de lever l'immunité. Et ça continue encore. Quand vous osez la voir, quand vous voulez avoir de la contradiction, vous savez, on vous amène à la justice. Parce que si ce n'est pas des détentions politiques, comment lui l'annonce et c'est la justice qui demande après levée d'immunité? Quelle coïncidence! Et vous voyez le cas Atao. Atao vient de rejoindre la mouvance présidentielle et on dit qu'il doit aller se soigner. Il a envoyé sa procuration. Aujourd'hui, il est relax. Même si le procès n'est pas encore vidé, c'est que Atao aujourd'hui est libre de ses mouvements parce qu'il a fallu voter pour la révision constitutionnelle, parce qu'il lui a fallu rejoindre le pouvoir actuel. C'est triste pour notre pays et comme un auditeur tout à l'heure ou bien un participant à l'émission l'a dit, il a passé un 1er août tout triste parce que notre démocratie est à terre. Alphonse Moïse Soudé, Narcisse Ressou parle donc d'une lutte contre la corruption, mais parle également d'alibi. Est-ce que, selon vous, le chef de l'État également utilise cette lutte-là comme un alibi? Non, vous savez, c'est vrai qu'avant l'avènement du président Patrice Talon au pouvoir, il y a eu des dossiers. Il y a eu des dossiers sur lesquels on attendait le gouvernement, notamment c'est Gub Gate, où il y a des noms qui ont été cités, il y a des milliards qui ont été engloutis, mais le dossier, on n'a pas connu sa suite. Moi, j'aurais aimé que ces dossiers-là, qu'on puisse aller au terme. Mais il y a des gens qui ont été gardés. Non, c'est pas gardé. Des cautions qui ont été également payées dans le temps. Oui, ça c'est vrai. Mais on n'est pas allé plus loin. Moi, si je prends la lutte contre la corruption, le dossier qui a eu cours sur le mandat du président Patrice Talon, c'est au ministère du cadre de vie. On n'a pas eu la suite. Vous voulez parler des motos payées à oui, on n'a pas eu la suite. Et je reviens sur ça, je dis, quelqu'un qui voulait nous vendre, savait très bien que la moto allait nous coûter 1 625 000. On l'a vendu à 6 millions. Et je ne sais pas par quelle alchimie on est revenu nous donner le prix exact. Et il y a des cadres de l'administration qui étaient impliqués. On n'a pas réagi. J'ai dit, il ne faut pas professer, mais il faut agir. Parce qu'on a dit que la corruption a asséché nos ressources. Ça, là, nous sommes d'accord. Et vous allez voir un peu partout. Donc là, vous partagez le diagnostic. Je suis d'accord. Puisque cet argent qui se retrouvent dans des poches d'individus devait servir à construire des écoles, devait servir à construire des voies, devait servir à construire des centres de santé, mais malheureusement, des gens accaparent les ressources de notre pays et la population, n'a pas les moyens. Mais je dirais une chose, moi je ne parle que de ce que je vois. Par rapport à la sécurité, je ne parle que de ce que je vois. Je constate que dans la ville de Cotonou, quand vous êtes un peu noctambule, vous rencontrez des patrouilles. Que ce soit à moto, que ce soit avec les bâchers qui circulent. Et dès qu'il y a des attroupements, comment on appelle, suspects, on interpelle. Dès qu'il y a des individus suspects, on interpelle. Et je sais que, je crois là, il y a 2 semaines, j'étais dans la zone de Missebo et je sais qu'on a envoyé des messages à tous ceux qui ont occupé les rues pour dire bientôt on va commencer l'asphaltage. Les boutiques qui se trouvent dans les rues, ceux qui vendent la friperie, on leur a dit désormais, l'asphaltage c'est les clôtures des murs. Donc tous ceux qui sont sur l'espace, ils n'ont qu'à dégager l'espace. Donc pour moi, on a déjà annoncé qu'on va commencer le travail. Moi j'attends que le travail commence. Je dis ici à ce niveau-là, on a annoncé les couleurs. Donc une chose est de débarrasser. Là, il faut quand même reconnaître, Alphonse Moïse Soudé, que nous quittons progressivement l'étape des promesses pour c'est ce que je dis. Je sais qu'on a instruit. Il faut saluer quand même. Je sais qu'on a instruit les CA, les chefs de quartier, pour qu'ils informent les populations.
et les gens sont informés. Je crois qu'il y a des fiches qu'on a fait circuler pour dire on va commencer le travail. Ça veut dire quoi? Que si les gens débarrassent le terrain, on va commencer le travail. Mais moi, mon problème, c'est par rapport à la corruption. Parce que je dis, si nous étions dans des pays sérieux, quand je vois la maison de Tantampillon, je vois R+5 de Tantampillon. Tantampillon fait quoi? Tantampillon ne peut pas être enseignant et construire R+5. Il faut que je m'intéresse à comment il a eu sa fortune. Parce qu'il y a des prêtres, non? Il y a des gens qui prennent l'argent de l'État, mais comme ils ne peuvent pas investir eux-mêmes, ils utilisent d'autres individus. Parce que ça fait mal que nous soyons dans le même pays. Vous travaillez, vous transpirez, mais vous n'êtes pas capable de satisfaire vos besoins élémentaires. Mais il y a d'autres personnes qui sont tapis dans l'ombre, qui se font de l'argent. Moi, je voudrais que la lutte contre la corruption soit réelle. C'est pas seulement aller jeter les gens en prison, mais il faut récupérer ce qu'on a pris dans la caisse de l'État. Parce que si on ne récupère pas, le chef de l'État reconnaît qu'on a asséché les caisses de l'État. Ça, c'est vrai. Mais il faudrait qu'on récupère ce qui a été volé. Il faudrait qu'on récupère ce qui a été volé et qu'on investisse cela pour que les populations puissent dire désormais, nous avons les routes, désormais, nous avons les écoles, désormais, nous avons les marchés, parce que quand on a interdit à nos parents de ne plus vendre au bord des voies, on devrait les installer dans des marchés pour qu'ils puissent continuer leurs activités. On n'a pas suffisamment de marchés, mais parce qu'il y a des gens qui sont restés quelque part, qui ont volé l'argent de l'État, qui ont volé l'argent appartenant à tout le monde. Donc je voudrais que la lutte contre la corruption soit une réalité. Il faut déjà que les dossiers, parce que quand vous jetez les gens en prison et que vous ne disiez pas des mesures pour récupérer ce qui nous revient, et on dit qu'il y a un délai de prescription, je ne sais pas si c'est toujours 10 ans, s'il est condamné à 10 ans ou à 20 ans de prison, dès qu'il sort de prison, l'argent devient sa propriété. Donc il faudrait que l'État mette en place des mécanismes pour nous permettre de récupérer, parce que nous n'allons pas tout le temps, après 58 ans d'indépendance, nous n'allons pas tout le temps tendre la main aux autres, ce qui est l'argent qui est dans le pays qui est volé. Il y a beaucoup de dossiers, on a dit Maria Gleta, on a cité des noms, on a parlé de, comment vous appelez ça, comment on appelle, là il y a beaucoup de députés qui sont à l'Assemblée, ils ont commis des fautes, ils se sont réfugiés là-bas. Si on va lever l'immunité parlementaire des députés pour qu'ils répondent de leur forfait, je suis d'accord, mais je ne voudrais pas que cela soit sélectif. S'il y a des gens qui ont eu à gérer des sociétés d'État et qui aujourd'hui se trouvent à l'Assemblée, qu'ils soient de la minorité ou qu'ils soient du BNP, on devrait enclencher le processus contre tous ceux-là et chacun doit répondre. Mais si on constate que c'est toujours dans le même camp qu'on va pêcher et qu'on ne va pas pêcher dans le camp d'en face, on a raison de dire que cette lutte-là est sélective. Je ne voudrais pas qu'elle soit sélective. Chacun doit payer pour ses forfaits. Fut-il mon frère ou mon cousin, il doit payer parce qu'on ne doit pas voler l'argent de l'État. Saturnin Diasso, Alphonse Moïse Soudi estime qu'il faut châtier les auteurs de fraude à la hauteur de la forfaiture. 58 ans déjà que nous sommes indépendants. Le chef de l'État pense que la pauvreté ne peut plus être une fatalité. Et le combat pour éradiquer cette pauvreté-là, c'est la corruption, l'assainissement des finances publiques. C'est un diagnostic qui a été certainement posé, qui lui a permis d'envisager cette solution et de penser que quand on luttera contre la corruption, quand on va assainir les finances publiques, cette pauvreté, on aura eu à la réduire à un seuil qui serait négligeable. Mais qui sont ceux qui sont souvent accusés de corruption? Quand on parle d'assainissement des finances, à quel niveau de la société se trouve-t-on? Est-ce au niveau de la bonne dame qui vend au marché ou au niveau du fonctionnaire qui se trouve dans des structures étatiques? Les gros bonnets. Les gros bonnets surtout. Est-ce à dire que, comme il a déjà dit de par le passé, c'est cet agent de corruption qui rendait la vendeuse au marché, le paysan à l'aise, qui mettait ce paysan à l'aise, qui faisait que le panier de la ménagère ne souffrait pas, comme beaucoup l'avaient dit de par le passé. Il a eu certainement à poser ce diagnostic, comme j'ai eu à le dire, à écouter des personnes ressources qui se sont prononcées à propos. Et puisqu'il parle de lutte contre la corruption, c'est ça qu'il fait aujourd'hui. Il a parlé de chantier majeur et je le reconnais que c'est sur ce chantier il s'est le plus illustré ces derniers mois. Et la question est ceci. Qui mène cette lutte? Oui, lui, il enclenche la procédure et la justice se saisit du dossier. Jusqu'ici, les journalistes ont eu à lui poser la question en second plateau. On constate que c'est des gens qui sont d'un certain camp, d'une certaine obédience politique,
qui sont interpellés d'une manière ou d'une autre pour répondre dans des dossiers. Qu'en est-il de ceux qui l'entourent, qui sont de ses soutiens? Il a bien répondu, un jour, cela pourrait arriver, parce qu'ils savent que c'est imprescriptible désormais. Si ce n'est pas avec lui, un autre président pourrait arriver et le faire. Et c'est là que cette lutte contre la corruption prend une allure politique. Vous pensez réellement que c'est politique? Mais si, en tout cas, moi je le pense, et j'en suis convaincu. Le dernier exemple date d'hier, c'est le cas Laurent Mentoyon. C'est tellement patent parce que dans la soirée d'hier, je me suis retrouvé quelque part avec des gens qui ne s'intéressaient pas à ce dossier, qui avaient toujours été convaincus que oui, dans des éléments qu'on a eu à soulever dans le dossier BIBE, CNSS, et qui est devant la justice, il y avait des choses à reprocher à ceux-là qui ont été interpellés. Sans avoir évoqué la question, j'étais, je sais pas, un peu triste et à la fois rassuré de savoir que ce n'est pas nous seuls qui pensons cela. Quand ceux-là qui ne s'intéressaient pas à ce dossier vous disent, voilà un dossier qui est allé devant la justice, dans lequel il n'y a eu rien. Rien contre des personnes qui ont été interpellées. Celui qui a dit qu'il a envoyé rétro-commission a dit, j'ai remis l'argent à Tantampion pour qu'on aille remettre à Laurent Mentoyon et consort. Est-ce que vous avez eu la preuve que l'argent a été remis? Non. Est-ce que celui à qui vous avez remis l'argent est revenu vous dire qu'il a remis l'argent? Non. Donc quelle est la preuve que vous détenez pour dire que vous avez payé X, Y et Z? Il n'y en a pas. Mais avec ce dossier vide, un juge prend la parole et dit qu'il donne 5 ans d'emprisonnement ferme. Et ça, c'est vous qui prétendez que c'est vide? Vous avez suivi. Qu'est-ce qu'il y a eu dedans? Et peut-être que le juge est convaincu que... C'est quoi la conviction? La conviction, c'est quoi devant la justice? Quand vous n'avez pas de preuves, on vous relaxe tout au moins au bénéfice du doute. Tout au moins au bénéfice du doute. Mais il n'y a aucune preuve. Aucune preuve. Et sans aucune preuve, la justice a condamné un citoyen à 5 ans d'emprisonnement ferme, avec des amendes et autres à payer. Ça renforce la position de ceux qui estiment que la justice béninoise, désormais, c'est le Conseil des ministres. C'est Patrice Talon, le juge des dossiers. Et quand il est convaincu que X, en tout cas persuadé ou convaincu, que X a quelque chose à avoir dans un dossier, et qu'il lève le dossier, qu'il donne des instructions. Je vous rappelle quand même que nous sommes dans un pays où il y a la séparation des pouvoirs. Peut-être que votre analyse n'est qu'une vue d'esprit. Je vais vous donner un autre exemple. Et c'est là j'étais aussi triste, je vais vous le dire. Il ne faudrait pas qu'on prenne des Béninois pour des imbéciles. Je le dis malgré moi. J'écoutais le président de la République en second plateau quand il parlait avec les journalistes qui l'ont interpellé sur le Conseil supérieur de la magistrature, sur les halogènes qu'il y a dedans, et qu'il déclarait entre autres que le Conseil supérieur de la magistrature ne se mêlait pas des procédures judiciaires qui sont en cours. Je voudrais vous rappeler certains propos, par exemple, de Joseph Djogbenou, qui était ministre de la Justice, et qui disait à l'époque, qu'on a beau vous reprocher un détournement de 25 millions, et que devant la justice, on vous demande une caution de 100 millions, il n'est pas question que vous déposez les 100 millions pour bénéficier d'une liberté sous caution. Vous irez en prison. Le dire d'un ministère de la Justice, de la part d'un ministre de la Justice, pour moi, c'est déjà s'immiscer dans une procédure judiciaire. L'exemple le plus récent que je voudrais donner, c'est ce dossier de blocage des comptes de Sébastien Germain à Javon, de ses proches et autres administrateurs. Rappelez-vous que dans ce dossier, il n'y a eu aucune décision de justice qui permettra ce qu'on bloque. C'est une procédure administrative qui était conduite, sauf erreur de ma part, qui a permis à des gens de saisir des comptes donnés. Les gens ont saisi la justice, qui voulait opiner sur le dossier. D'une manière ou d'une autre, ça a été prouvé devant des juges que ce que le gouvernement est en train de faire, c'est des voies de fait. On agit en transgressant même les tests qui existent. Le juge a voulu rendre sa décision, certainement peut-être parce qu'on a constaté que le juge est en train de vouloir rendre une décision qui n'arrangerait pas. On a récusé le juge qui voulait rendre la décision. Le juge a mis l'affaire en délibéré, il a dit revenez le 4 juillet. Le 4 juillet, les gens retournent là-bas, le juge dit revenez le 6 juillet. Le 6 juillet, les gens retournent là-bas, le juge dit revenez le 23 juillet. Les gens retournent là-bas, le juge dit revenez le 30 juillet. Le 30 juillet, les gens sont retournés, le juge a dit revenez le 6 juillet, le 6 août. Et vous savez pourquoi? Parce que cette décision de récusation du juge, il fallait que le président du tribunal se prononce à propos. Et le président du tribunal, selon mes informations, dit qu'il attend le Conseil supérieur de la magistrature pour qu'il se prononce sur une question de récusation du juge. Et le président de la République vient nous dire à la télé que le Conseil supérieur de la magistrature ne s'immisce pas des procédures judiciaires. On veut... Peut-être qu'il n'en sait rien.
C'est un pouvoir à part entière. On vous le conseille. En tout cas, moi, je vous le conseille. Donc, moi, je n'ai pas d'éléments qui crédibilisent cette lutte contre la corruption. Je n'ai pas d'éléments qui crédibilisent cette lutte contre la corruption. Je voudrais en être rassuré. Donc pour vous voulez qu'on continue pas à dilapider les ressources publiques pas du tout, pas avec l'impunité dans la République. Ça. Je voudrais que quand on a des soupçons sur X, qu'on mette le dossier devant la justice et qu'on laisse la justice faire son travail. Qu'on laisse la justice faire son travail. Qu'on ne se substitue pas à la justice. Que le conseil des ministres ne devienne pas l'instance qui accuse. Et quand le conseil des ministres accuse, c'est qu'il n'y a rien à faire. Le procureur de la République va enclencher la procédure. Et bon, la suite... C'est le cas Laurent Métonnet et consort qu'on a eu à voir. Mais quand même, vous semblez incriminer ce pouvoir judiciaire, l'exécutif, mais je vous rappelle quand même que Laurent Métonnet a été condamné 7 mai. Un de ses co-accusés a été libéré. Qui? Dites qui c'est? Il a été libéré. L'ancien selon les informations, de la BIBE, il a été libéré. De la BIBE. Il est également poursuivi dans ce dossier. Il a été libéré. Il a été libéré. On peut dire que la justice est indépendante. N'oubliez pas que la BIBE est désormais considérée comme victime. La BIBE, la banque dans laquelle on a placé d'argent et c'est comme si c'était le corrupteur. Celui qui a donné les rétrocommissions est devenu la principale victime. Vous avez corrompu quelqu'un et vous devenez principale victime. Je ne sais pas si vous voyez la logique dedans. Vous devenez principale victime. Alors que c'est vous qui aviez dit, bon, si vous placez de l'argent chez nous, nous allons vous donner ci, et vous auriez peut-être décaissé cet argent-là. Vous êtes devenu principale victime. Donc, je n'ai pas d'éléments qui crédibilisent cette lutte contre la corruption. Je voudrais en avoir. Je voudrais qu'on puisse tenir un langage de vérité avec les Béninois, au-delà de tout. Et je voudrais que le président de la République fasse sereinement le travail qu'il a enclenché de développement. Parlons des commerçants dont il a parlé. Le Bénin qu'on laissera. Je me retrouve toujours dans ce Bénin de rêve, de Bénin de demain. Le Bénin, oui. Il faut rêver pour son pays. Pour vous donner d'autres exemples de commerçants, pour les grands opérateurs comme pour les petits commerçants. Il y avait un président d'association de consommateurs qui m'avait interpellé la dernière fois pour dire, mais Cotonou asphaltage, quelles sont les rues qui ont été prises en compte par ce programme d'asphaltage et qu'on puisse renseigner les Cotonois là-dessus pour que les petits commerçants qui ont fini par trouver place dans des rues données ne soient pas déguerpis. J'étais allé dans une zone hier également à Cotonou où la dame, peut-être pour informer ses clients, est venue nous dire, on m'a apporté un papier hier pour me demander de dégager d'ici aujourd'hui. Elle nous expliquait ce qui s'était passé entre-temps. Tous ceux qui étaient là, qui mangeaient, je vous le dis, avaient perdu l'appétit. Parce qu'il y a quelques années, ou quelques mois, elle a été déguerpie. Il lui a fallu des années pour rassembler encore un capital et de se retrouver encore ce milieu au coin d'une rue. Vous prenez par là, vous allez vous demander qui sont ceux qui viendront là. Quelle est la voiture qui viendra par là? Mais on allait lui dire qu'il faut qu'elle s'en aille de là. Voilà les petits commerçants dont nous disposons aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on veut protéger chez ces petits commerçants? C'est des questions qui subsistent encore. C'est vrai que le développement, ça doit passer par le sacrifice de tout un chacun. Ça fera mal à d'autres, puis ça fera également plaisir à d'autres. Virgile Arançay, la corruption, il faut assainir les finances publiques. Si d'autres collègues, d'autres confrères n'en croient pas un seul mot, est-ce que vous pensez que la lutte là, faut quand même l'encourager? Il faut encourager la lutte contre la corruption. Un homme normal ne devait pas, n'est-ce pas, ne pas encourager la lutte contre la corruption. Mais tout le problème, les collègues l'ont déjà souligné, c'est l'allure que prend cette lutte contre la corruption. On a l'impression que c'est une arme politique. On a l'impression que c'est du chantage. On n'a plus besoin de faire d'efforts pour le percevoir ainsi. On n'a plus besoin d'efforts pour le percevoir ainsi. Et le régime, le chef de l'État lui-même, il a d'ailleurs dit que lui n'a pas d'état d'âme par rapport à ça. S'il faut chaque fois frapper dans le même camp, il n'a pas d'état d'âme, il le frapperait. C'est tout de même gênant. C'est le minimum, c'est le b.a.-ba. Ben, vous avez vu, c'est tout récent, le 5 juin. Et tout de suite, déjà, on a fini de lever l'immunité donc de 3 députés de la minorité. Puis, subitement, on nous dit que, bon, voilà, immunité cherche toujours tête. La tête de Simplice Kodjo, Garaba Yaya, tous 2 députés de la même minorité, les 20
députés donc de la minorité. Mais Vigile Avancé, qu'est-ce qui vous dérange? Est-ce que les faits reprochés aux intéressés ne sont pas des faits répréhensibles? On parle de concours frauduleux. Vous avez souffert, vos jeunes frères ont souffert de ça. On parle de détournement, bien de malversation financière dans la gestion des primes des policiers. Ce qui devrait déranger, comme je disais tantôt, un homme normal, c'est que pour une fois qu'on s'en prenne, n'est-ce pas, la lutte contre la corruption, qu'on se prenne soi-même les pieds dans le tapis, qu'on noie soi-même cette lutte-là. Parce que de cette manière-là, vous ne luttez pas contre la corruption, vous voulez vous protéger, vous terrorisez tout le monde. Voyez, vous terrorisez tout le monde. C'est très visible aujourd'hui que la lutte contre la corruption, c'est une arme pour aligner tout le monde. Pour aligner tout le monde. Voyez, je n'ai plus besoin de citer des gens, des députés, n'est-ce pas, sur qui pesaient des soupçons. Ce n'était pas que Garba Yaya. Moi, je n'ai aucun problème si, naturellement, normalement, dans une campagne objective de lutte contre la corruption, qu'on va chercher Garba Yaya, dont tout le monde, dont ma personne avait réclamé la tête quand il était donc au ministère de la fonction publique. Je n'ai aucun problème avec. Simplice Kodjo, on nous avait dit qu'il a détourné les primes des policiers. Fut-il 150 millions qu'il a s'expliqué? Je n'ai aucun problème. Je n'ai aucun problème avec. Mais de cette manière-là, où c'est à peine on ne vous dit pas que si vous voulez exister, si vous voulez être tranquille dans le pays, il faut rester avec nous. La preuve, vous avez parlé tantôt du cas Atao. On ne nous donne même pas, disons, la possibilité de décrypter difficilement les choses. Le cas Atao, oui, le bonhomme a envoyé sa procuration. Il a participé, n'est-ce pas, à faire passer le projet à la phase 2, n'est-ce pas? Et bon, on nous a dit, le samedi suivant, son parti a rejoint le parti où il faut, le camp où il faut avoir la paix. Il a rejoint mardi. Vous savez que même son procès n'aurait pas dû se tenir mardi passé. Vous le savez? Vous ne suivez pas l'actualité judiciaire. Son procès aurait dû se tenir le 7 août. Non, c'était réellement à cette date que le dossier avait été renvoyé. Les deux dossiers n'avaient pas été renvoyés à la même date. Les deux dossiers, celui d'Atao, il avait un décalage d'une semaine. Donc, son dossier aurait dû être appelé le 7 août, je vous le répète. C'est dans l'ordre normal des choses que les avocats, peut-être, ont pu, et ça se fait. Ils ont pu le faire, le juge a cédé. Mais le plus magnifique, le même juge, Azo, il dit, les avocats de la défense disent, notre client est malade, il faut qu'il aille se soigner à l'extérieur. Elle dit, est-ce que vous avez les preuves? Cela sous-entend quoi? Si vous avez les preuves, il ira se soigner. Le subitement, il ira se soigner. Il va aller à l'extérieur, il va aller se soigner. Donc, enfin, il peut sortir. Non, il est tout de même encore en prison, il faut le préciser. Mais l'aboutissement de il ira se soigner, c'est quoi? Il faut attendre le 7 prochain. Et après? Il faut attendre que les avocats produisent les preuves. Personne ne mourra avant le 7. Mais le 7, on va assister à quoi? Qui le libère? Mais vous n'êtes pas devin pour proclamer... Attendez, je n'ai pas encore dit qu'il va être libéré. Qui le libère? Aujourd'hui, ça va être de l'eau apportée au moulin de ceux qui pensent que cette lutte contre la corruption est une arme. Est une arme. S'il ne le libère pas, on dira que, bon voilà, c'est parce qu'on a dit que c'est de flagrant délit de découverte de ce que c'est la lutte contre la corruption politique qu'on ne l'a pas libéré. Dans un pays, ça ne se passe pas comme ça. Vous foirez votre lutte. Je veux croire que le chef de l'État est de bonne foi, qu'il veut vraiment lutter contre la corruption. Mais si vous procédez de cette manière-là... Il y a assez de suspicion. Vous handicapez la lutte. Mais je le comprends quelque part. Je veux bien le comprendre. Quand il dit qu'il lutte contre la corruption et que il passera en dernier à son propre camp, car c'est ce qu'il sous-entend. Vous voyez ce que ça fait? C'est une autre arme. Cette fois-ci contre... vous voyez? Si vous ne vous alignez pas, vous qui êtes les 62 là, si vous ne vous alignez pas, eh bien vous allez voir. C'est tout de suite toi, après Atao, après... Mais le chef de l'État a fait montre d'une modestie parce que il a dit qu'il y a encore des efforts à faire. Ce n'est pas de l'autosatisfaction. Moi, je ne sais pas de quoi vous parlez, mais je suis toujours dans ma logique.
Je vous suis quand même dans votre logique. C'est ce que ça donne comme réponse. Maintenant, il peut avoir, n'est-ce pas, disons, l'excuse de ce que s'il commence tout de suite par frapper dans son camp, eh bien, il comptait 62, il compterait plus 62, et il pourrait même très tôt voir même les, disons, des lois ou plutôt des accords de prêt de lui refuser, n'est-ce pas? Mais je dis encore une fois, ça, cette faiblesse-là, n'est-ce pas, de ne pas être pédagogique. On est là, il calcule, et certainement le camp d'en face avec lui, avec les législatives de 2019, où sans doute il se dit que enfin il aura ses députés. Parce que le dernier coup, vous ne le percevez peut-être pas, mais ces 7 députés, ces 62 députés, je vous assure, je ne sais pas ce qu'ils se disent quand ils rencontrent le chef de l'État. Mais ils ne reviendront plus comme ça. Ils ne reviendront plus. Parce que le chef veut une majorité légitime qui vienne de lui-même. Mais il faut que le chef de l'État lui-même se crédibilise en retournant là maintenant contre ces 62. Il n'a rien à faire, c'est ce qui va se passer. Et ne va pas le faire en les repositionnant donc à l'Assemblée nationale, en les remettant en position de force. Ça ne se fera pas. Donc, eh bien, on est là, on assiste, on va venir ici, on va décréter les choses, il n'a rien à faire. Alors, ce projet donc pour ne pas dire cette proposition d'amendement de la loi fondamentale initiée par un groupe de 8 députés a échoué la nuit donc du 5 juin dernier. Eh bien, le chef de l'État a également parlé donc de ce dossier. Il renonce dans l'élément qui va suivre. Il renonce à l'organisation d'un référendum. Pour lui, ce n'est pas l'urgence. C'est dans ce contexte volontariste qu'est intervenue l'initiative prise par les députés d'introduire une proposition d'amendement de notre Constitution qui se résume en 4 points. Inscrire l'abolition de la peine de mort dans la Constitution pour lui donner une valeur supérieure à celle que lui confère le Code pénal. Créer une Cour des comptes pour assurer la rigueur et la transparence dans la gestion des fonds publics et nous conformer aux différents traités internationaux que nous avons signés. Améliorer la présence des femmes à l'Assemblée nationale par une disposition particulière permettant l'élection d'un nombre minimum de femmes, comme l'ont déjà fait de nombreux pays dans le monde et même en Afrique. Regrouper autant que possible les élections sans remettre en cause la durée du mandat du président de la République pour réduire leur impact sur les ressources de l'État et pour consacrer davantage de temps à l'œuvre passionnante de développement. Cette initiative était des plus pertinentes. Il était permis de penser qu'elle ferait l'unanimité ou réunirait tout au moins un nombre suffisant de députés pour que la révision soit acquise par la voie parlementaire. À la surprise des députés eux-mêmes et d'une grande partie de l'opinion publique, cette proposition de révision a juste recueilli le vote favorable de 62 députés sur les 82 qui comptent désormais l'Assemblée nationale au lieu des 66 suffrages nécessaires. À ce stade, la loi me donne la faculté de parachever cette réforme par l'organisation d'un référendum sur les 4 sujets débattus par l'Assemblée nationale et approuvés par 62 députés contre 20. J'ai décidé, chers compatriotes, de ne pas user de cette faculté et donc de ne pas organiser de référendum sur ce sujet. D'abord, parce que dans son état actuel, la loi organique sur le référendum ne me permet pas d'y recourir sans méconnaître cette disposition essentielle. Je suis garant de la légalité républicaine. Ensuite, parce que le coût de l'organisation d'un référendum mettrait à contribution la trésorerie de l'État pour un montant incompatible avec ma volonté de consacrer nos ressources actuelles aux besoins vitaux de la population. Un référendum coûte cher. Et nous sommes à quelques mois des élections législatives. La réforme initiée par l'Assemblée nationale est importante, certes, mais ne constitue pas, à mes yeux, pour l'heure, un enjeu prioritaire. Je suis convaincu qu'un jour, le sens de l'intérêt national et la raison finiront par l'emporter sur la politique politicienne. Ce jour-là, que j'appelle de tous mes voeux, les acteurs politiques trouveront à leur sein le consensus nécessaire pour valider une réforme dont l'utilité n'est plus à démontrer. Narcisse Ressou, le chef de l'État, pas du tout affligé après donc ce sort de blocage réservé à cette proposition d'amendement de la Constitution. Il joue encore sur le temps, il argue de ce que l'organisation d'un référendum coûte excessivement cher et conséquence il renonce à ça. Je ne dirais même pas que c'est une voie de sagesse, il n'avait même pas autrement à faire. S'il faisait autrement, c'est qu'ils vont alors violer encore une fois
les règles en la matière pour passer de force. S'il pouvait y avoir référendum, il y aura référendum en 2019. Alors que leur objectif, c'était de réviser pour pouvoir toucher au code électoral, pour mettre quelques points cités dans le code électoral. Donc, si l'objectif doit être atteint avant les élections législatives de 2019, c'est impossible. Donc, nous devons saluer ces 20 députés. Nous devons les saluer en ce sens que, actuellement, notre Parlement, c'est vrai, un chef d'État a besoin d'une majorité, tous les chefs d'État vont à la quête de majorité. Mais avec ce qui se passe au Parlement béninois, c'est vraiment triste. C'est tout comme si on a pris le Parlement pour comploter contre l'État. Et le contrôle de l'action gouvernementale a quasiment déserté le forum. Parce que si ces 20 députés ne s'offrent pas en holocauste pour poursuivre leur action de veille, on allait déjà par 2 fois, c'est-à-dire la première l'année dernière et cette année, si ça passait l'année dernière, on n'en parle plus aujourd'hui, réviser notre constitution à la va-vite. Et c'est en cela que ceux qui disent qu'il y a une âme sur ce pays, il y a une âme sur cette constitution, et malgré tout, on veut la violer, on veut briser les barrières nécessaires pour aller atteindre un objectif superflu. Et je prendrai là les propos de Joël Aïvo. Quand il y a du flou, c'est qu'il y a un loup derrière. Et ce qui se passe... Et ça, sans vous arrêter, ces propos, c'était déjà les propos de Maître Joseph Diogbenou. Et il le disait, il scandait ça tout le temps. Et pourquoi aujourd'hui les choses devraient avoir changé? Non, vous savez, par rapport à ce que les gens sont dit hier... Derrière le flou, il y a un loup. De révision constitutionnelle, il y a un loup. Et par rapport à ce que Vigile voulait dire, c'est que nous tombons des nues même quand on retourne dans les archives. Des gens qui hier scandaient que pour toucher à la révision, à la Constitution, même si c'est une virgule, que le débat doit être fait dans les universités, dans les marchés, en langue, partout, sur les plateaux de télévision. Aujourd'hui, depuis qu'ils sont arrivés aux affaires, ce sont des gens qui décrètent à la va-vite la révision constitutionnelle. Ce qui voudra dire, c'est du flou. Il y a un loup derrière. Et quand vous prenez notre contexte sous-régional, ou dans les pays où nous observons la chose, on prend la révision constitutionnelle comme un jeu, c'est-à-dire un chef d'État finissant son mandat, il vient faire les jeux de mots pour poursuivre son mandat, c'est-à-dire on révise pour rester. Et je dirais que nous n'étions pas loin de vivre ce phénomène quand vous voyez pour cette dernière fois ce qui a été orchestré au Parlement. On nous a parlé des amendements alors que déjà la Constitution ne prépare pas d'amendement constitutionnel, c'est révision. On change de terminologie. On a fait circuler sur les réseaux sociaux et même discours de députés les amendements apportés à la Constitution. Et malheureusement, il n'y avait pas des articles prioritaires à eux dedans. Et on attend la veille, le mardi soir, mercredi, les députés ne sont pas au Parlement. Le jeudi, on sort de la commission des lois d'autres articles. Et parmi ces articles, l'article 42 qui porte aujourd'hui à polémique. Et vous pensez que les 62 députés maîtrisaient eux-mêmes ce qu'ils allaient voter à main levée? Eux-mêmes ne maîtrisaient pas le dossier qu'ils avaient. Et pour preuve, il y a eu des réactions, même dans ce regroupement de BMP, pour dire qu'il faut clarifier l'article 42, soulevé par les députés de la minorité. Parce qu'il y a une ambiguïté qui se trouve là. Et demain, Patrice Talon pouvait faire 10 ans au pouvoir sans élection parce que le jeu est ouvert, même si on nous dit que la bonne foi, le mandat est de 5 ans. Oui, le mandat est de 5 ans, mais nous entrons avec une nouvelle constitution, une nouvelle république. Et déjà avec une nouvelle constitution, alors, et vous dites dans la constitution que les élections sont groupées en 2026, alors qu'avant 2019, c'est-à-dire à partir de 2019 à 2026, il n'y a plus d'élections groupées. Alors, ce qui voudra dire qu'il y a un complot qui s'organise via le Parlement et l'exécutif et que ces députés ont
en faire échouer, et ce qui prouve aujourd'hui la rage avec laquelle on les persécute. Parce que si vous vous souvenez bien, en 2017, quand ça a échoué le 4 avril 2017, c'est de là que le contexte de la ruse et la rage est né. Le contexte est né, et on a vu tout ce qui s'est poursuivi par la suite. Et cette fois-ci, ils ont encore posé cet acte de souveraineté par rapport à leur mandat. Et voilà encore la persécution qui a commencé encore avec cette députée-là. Et ceci prouve réellement combien de fois ce jeu constitutionnel tient à cœur à l'exécutif. Et ne croyez pas que Patrice Talon a reculé. Ne croyez pas que l'exécutif a reculé. Et pourquoi je le dis? Le 8 avril, après l'échec de 2017, il a dit que ce dossier, une fois maintenant, est rangé derrière lui. Mais subitement, on parle par les jeux politiques, par l'Assemblée encore, alors qu'il a été concerté, il pouvait dire non, puisque lui l'a dit, pour lui une fois, même cette fois-ci, c'est une initiative parlementaire. On a vu à travers son discours que réellement c'était une initiative parlementaire et non lui. Donc nous devons vraiment faire attention. Oui, pour finir, le référendum, eux-mêmes ils savaient qu'ils ne pouvaient pas aller. D'accord. Saturnin Diassou, puisque nous avons 5 minutes encore à passer dans ce studio à 3, pour le dire comme ça. Alors, sur le référendum, le chef de l'État renonce. Parce que oui, ce serait un autre flagrant délit. C'est quelqu'un qui avait dit en studio, qui est également sur ce plateau, qu'il serait en flagrant délit d'acharnement politique, je crois. Et il y avait trop de... Aller à un référendum à l'étape actuelle, en tout cas, en l'état actuel des tests qui régissent l'appel au référendum, on l'a souligné, il faudra réviser cette loi, il faudra raccourcir les délais pour y aller. Et avec la tension sociale que nous connaissons, ça va être de l'huile presque sur le feu. Il faut procéder autrement. Et je pense comme M. Ressou que le chef de l'État n'a pas encore dit son dernier mot. Quand vous l'avez écouté hier, il nous a dit qu'il appelle ce jour de tous ses voeux, ce jour où on touchera enfin à la constitution de notre pays, le Bénin. Vous avez vu comment il a défendu le projet, la proposition déposée par les députés. Quelqu'un disait tout à l'heure que ça prouvait réellement que ce n'était pas lui. Mais la manière dont il défendait, vous comprenez aisément que ça a beau être proposé par 8 députés au Parlement, mais derrière ça, il y avait un Patrice Talon qui croyait, qui a partagé ses soucis ou ses ambitions par rapport à cette initiative. Et donc, nous sommes dans ce sens. On ne peut pas, dans ce contexte, prendre le risque d'aller au référendum. Parce que le résultat, beaucoup le disaient, qu'ils attendent les unes pour pouvoir se prononcer. Et quand on fait un sondage, on constate que quand on va à un référendum du genre, il y a plus, la probabilité est forte pour qu'on perde. Il vaut mieux dire c'est cela qui a motivé la décision. En tout cas, moi... Alphonse Moïse Soudé, sur le référendum, est-ce que le chef de l'État a reculé ou bien c'est une expression de peur d'échouer? Non, écoutez, il a flairé l'air du temps. Il sait que l'échec l'attend. Il sait que l'échec l'attend. Pour une fois, le compétiteur a refusé de compétir. Parce qu'il sait qu'il s'y va là-bas. Comme on dit souvent, il va se casser la gueule. Mais je voudrais dire une seule chose. Parce que le chef de l'État va revenir par la voie parlementaire. Mais je voudrais rappeler aux députés. J'ai lu le code électoral. On dit si vous êtes condamné à 3 mois d'emprisonnement avec ceci, vous n'êtes pas éligible. Et je dis à ces députés-là, ils n'ont qu'à continuer. Après le vote de la loi des finances 2019, qui sera en janvier, ils vont tous passer. Ils vont tous passer devant les tribunaux. Ils vont tous passer devant les tribunaux. Ils seront condamnés. Et ils ne seront pas éligibles. Ce qui fait que... Non, vous ne pouvez pas dire ça. Non, on va renouveler. C'est le plan. Moi, je vous dis, je dis à ces députés-là, ils n'ont qu'à faire tous leurs coups. Et qu'ils sachent que dans le code électoral, on dit si vous êtes condamné à 3 mois d'emprisonnement avec celui-ci, vous n'êtes pas éligible. Et le chef de l'État va attendre, dès qu'il a son budget 2019, il leur fera la fête. Aucun de nous va revenir. Vous savez que alors, Vigile Avancer. Laissez tomber. Voilà. Par ordonnance. Voilà, Vigile Avancer, voilà, à vous maintenant pour conclure. Vous avez parlé donc de prison. Mais il n'y a pas que la prison. Même le quitus fiscal dont on parle, tout le monde voit que c'est à Diavon. Mais les gens se trompent. Même les députés. C'est eux qui ont les maisons. Vous n'avez pas payé de ça. Et il n'y a pas d'instance de recours. On va vous refuser d'aller à l'élection. Et c'est, comme dirait Alphonse Moïse Soudé, basta. Vous allez vous remettre au diable. Ça s'arrête là. Maintenant, revenons au référendum. Il faut aller chercher la réponse dans les non-dits du chef de l'État. En quelques secondes, je vous en prie. Pour moi,
le chef de l'État est conscient que oui, il est impopulaire, il a répété samedi ce passé devant les maires qu'il a rencontrés. S'il se présentait aujourd'hui, s'il sait que si ça s'organisait, même pas à 20%, le meilleur score pour lui serait 20%. Mais ça est encore, disons, ils ont aujourd'hui, les députés BMP, de gagner. Vous entendez dire à la Gbagbo, on gagne ou on gagne. C'est-à-dire, on va gagner avec tous les moyens, même les moyens peu loyaux. Donc, ils vont gagner. Mais si vous gagnez, si ça se gagnait de cette manière-là, vous compromettez les législatives, vous compromettez la présidentielle, alors que, bon, un référendum d'urgence, ce n'est d'aucun enjeu. Donc, vous vous dévoilez, vous ameutez les gens, et, eh bien, la vigilance serait plus accrue aux législatives. Ça, pour moi, c'est le non-dit, donc, du refus d'aller au référendum. Si le chef de l'État n'aurait pas dit son dernier mot, mais à condition qu'il ait la majorité pour les législatives. S'il n'a pas la majorité, c'est arrangé. Parce que le référendum, disons, c'est la pays des solutions. Il n'en voudrait pas aujourd'hui, il n'en voudrait pas demain. Mais bon, en plus, ce n'était pas une révision au minimum comme celui-là que les députés ont proposé. Il veut bien faire passer son projet, mais vous avez oublié son mandat unique. Vous avez oublié d'autres projets auxquels il tenait. C'est pas, il veut bien réviser la Constitution, mais pas... Le débat, il est dense. Il pourra donc se poursuivre, même au-delà de ce studio. Nassis Ressou, directeur de publication du quotidien béninois d'information d'analyse Palmarès. Saturnin Djassou, Alphonse Moïse Soudé, Vigile Avancé. Merci à chacun de vous. Merci de nous avoir reçus chez vous et à demain.